À 17 ans, ma sœur adoptive m'a accusé de l'avoir mise enceinte. Ma famille m'a renié, ma petite amie m'a quitté et j'ai disparu. 10 ans plus tard, la vérité a éclaté et ils se sont présentés en larmes à ma porte. Je n'ai pas répondu. À 17 ans, ma sœur adoptive m'a accusé de l'avoir mise enceinte. Ma famille m'a renié. Ma petite amie m'a quitté, et j'ai disparu. 10 ans plus tard, la vérité a éclaté et ils se sont présentés en larmes à ma porte. Je n'ai pas répondu. Salut, Reddit. Je n'aurais jamais pensé être le genre de type à écrire quelque chose comme ça. Mais après ce qui s'est passé il y a 10 ans, je suppose que j'ai juste besoin de le sortir, quelque part où des gens pourraient vraiment écouter. Ma famille m'a effacé de sa vie, du jour au lendemain, à cause d'un seul mensonge. Et maintenant, après tout ce temps, la vérité a finalement éclaté. Je ne suis pas ici pour faire pitié. Je veux juste vous raconter comment tout ça s'est passé. Moi, Jackson, 27 ans, un homme, j'avais 17 ans la nuit où ma vie s'est terminée, sans que je meure. Ma famille organisait un de ces grands dîners du samedi. Grands-parents, oncles, cousins, toute la tribu. Mes parents adoraient se donner en spectacle quand la maison était pleine. Maman était toujours dans son élément quand il y avait des yeux sur elle, parlant fort, se vantant de la façon dont notre famille reste unie. Papa faisait griller de la viande dehors, pendant que mon frère et moi transportions des chaises depuis le garage. Et puis il y avait Anne, ma sœur adoptive. Mes parents l'avaient accueillie quand elle avait 8 ans, parce qu'ils avaient toujours voulu une fille. Elle s'est intégrée dès le premier jour. Calme, polie, timide. Je l'aidais avec ses devoirs, je lui ai appris à faire du vélo, et je l'ai même défendue quand des enfants la taquinaient sur le fait qu'elle soit adoptée. Je ne l'ai jamais considérée autrement que comme ma sœur. Ce soir-là, elle était bizarre. Elle ne mangeait pas, n'arrêtait pas de tripoter ses mains. J'ai pensé qu'elle était peut-être malade, ou juste fatiguée. Après le dîner, alors que tout le monde était dans le salon, elle s'est levée d'un coup, tremblante, et a dit qu'elle devait dire quelque chose à tout le monde. Je me souviens du son de sa voix. Elle s'est brisée, comme si elle était sur le point de pleurer. Puis elle l'a dit, Jackson. Il m'a forcé. Ça n'a même pas fait tilt. Tout le monde s'est figé. La pièce est devenue silencieuse, à l'exception du tic-tac de l'horloge. Mon cerveau n'a pas traité l'information au début. J'ai cru qu'elle voulait dire autre chose. Peut-être une blague qui avait mal tourné. Peut-être qu'elle était confuse. Puis elle a ajouté, « Je suis enceinte ». Avant même que je puisse dire un mot, la main de mon père s'est abattue sur moi. Son poing a heurté mon visage si fort, que tout est devenu blanc. J'ai heurté le sol, mes dents bourdonnant, mes oreilles sifflant. Ma mère s'est mise à hurler comme si quelqu'un était mort. Mon frère se tenait là, secouant la tête, en marmonnant, « Jackson, qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Tu es dégoûtant. » Papa, je n'ai pas, j'ai essayé, mais le coup suivant est arrivé avant que je puisse finir. Sale pervers, a-t-il hurlé, le visage rouge, les yeux fous. Tu as couvert cette famille de honte. Anne pleurait dans les bras de maman, tremblante, disant qu'elle avait peur. Ma tante l'a serrée contre elle, en chuchotant, « C'est bon, ma chérie. Tu es en sécurité maintenant. » Mon frère, Jake, s'est avancé, un crachat atterrissant juste à côté de ma chaussure. « Dégage, a-t-il grondé. Tu ne mérites pas de respirer le même air que nous. » J'ai regardé tous les visages autour de moi. Des gens que j'avais connus toute ma vie. Plus un seul d'entre eux ne me regardait comme un membre de la famille. Juste du dégoût. J'ai dit, elle ment. Ma voix s'est brisée. Je jure sur ma vie qu'elle ment. Personne ne s'en souciait. Ma mère a crié, ne prononce même pas son nom. Ne lui parle pas, quelqu'un, je crois mon oncle, a appelé la police. Quand l'officier est arrivé, j'étais assis sur le porche, saignant de la bouche. L'un d'eux a demandé à mon père si j'étais le suspect, et il a hoché la tête sans me regarder. Ils ne m'ont même pas menotté brutalement. Ils voyaient bien que j'étais juste un gamin à moitié mort. Mais quand même, être assis à l'arrière de cette voiture, avec les sirènes qui résonnaient, c'était comme être enterré vivant. Au poste, ils m'ont posé des questions que je pouvais à peine comprendre. Quand est-ce que c'est arrivé? Qu'est-ce que tu faisais ce soir-là? A-t-elle dit non? Je n'arrêtais pas de répéter que ça n'était jamais arrivé. Rien de tout ça. Ils ne m'ont pas inculpé. Il n'y avait aucune preuve, rien du tout.
Ils m'ont laissé partir le matin. Je me souviens de l'un d'eux murmurant les mots « affaire de délit statutaire ». Anne avait 16 ans, j'en avais 17, à peine un an d'écart, mais ils devaient quand même poser toutes les questions possibles. Ils ont pris des dépositions, appelé un représentant des services sociaux, et même vérifié les historiques de nos téléphones. Au final, il n'y avait rien pour me retenir. Alors, ils m'ont renvoyé chez moi, avec l'avertissement de rester disponible pour d'autres questions. Mais quand je suis sorti, le monde entier était déjà au courant. Notre ville n'était pas grande. Au lever du soleil, la moitié des habitants avaient déjà décidé que j'étais coupable. Je ne suis pas rentré tout de suite. J'ai marché jusqu'à ce que mes jambes me lâchent. Quand je suis finalement revenu, toutes mes affaires étaient empilées sur la pelouse. Vêtements, livres d'école, même mon sac à dos. Mon père se tenait près de la porte, comme un garde. « Dégage », a-t-il dit. Sa voix n'était pas en colère cette fois. Juste froide. « Tu n'as plus rien à faire ici. Papa, s'il te plaît. Tu me connais. Je ne ferai jamais. Ne m'appelle pas comme ça. Tu n'es plus mon fils. » J'ai essayé d'atteindre ma mère à travers l'embrasure de la porte. Elle a détourné le visage, serrant Anne contre elle, comme si elle était la victime d'une scène de crime. J'ai qu'à claquer la porte derrière eux. Je suis resté là. Mes mains tremblaient si fort que je pouvais à peine ramasser mon sac. Cette nuit-là, mon téléphone a vibré. C'était Emma, ma petite amie. Nous étions ensemble depuis 1 an. Elle me connaissait mieux que personne. Elle a murmuré à travers ses larmes, « Je te crois, Jacques. Je te jure que je te crois. Mais mes parents, ils ne me laisseront pas te parler. Ils pensent que c'est vrai. Ils ont dit que si je te revoyais, ils appelleraient les flics. S'il te plaît, ne fais pas ça, ai-je dit. » Elle a sangloté. Je suis désolé. Je ne peux pas. Je ne peux pas les perdre. Puis elle a raccroché. J'ai fixé l'écran du téléphone jusqu'à ce qu'il devienne noir. C'était la dernière fois que j'entendais sa voix. J'ai passé le reste de la nuit dans ma voiture, derrière une station-service, à 2 villes de là. Je fixais le pare-brise fissuré, regardant la pluie tracer des lignes tordues. En moins de 12 heures, j'étais passé d'un gamin normal, avec une famille, une petite amie et un avenir, à un criminel aux yeux de tous. Chaque fois que des phares passaient, je pensais que c'était le camion de mon père. Je pensais qu'il allait me traîner en arrière pour finir ce qu'il avait commencé, mais personne n'est venu. Quand le soleil s'est enfin levé, je me suis regardé dans le rétroviseur. Mon visage était contusionné. Ma chemise avait encore du sang. Et j'ai réalisé quelque chose de simple, mais de définitif. Personne ne viendrait me sauver. Et c'est là que ça m'a frappé. Ma famille ne m'avait pas seulement mis à la porte. Ils m'avaient effacé. Cette pensée s'est logée dans ma poitrine comme une pierre. Alors que je roulais dans la nuit, je n'avais ni plan, ni carte. Juste les vêtements que je portais, un sac à dos, et $200 que j'avais dans mon portefeuille. J'ai conduit jusqu'à ce que le voyant d'essence clignote en rouge. Le moteur a toussé près d'un panneau qui disait « Bienvenue à Maplewood ». Je me fichais de l'endroit où j'étais. Je me suis garé sur un parking derrière une rangée de magasins, du genre qui avait l'air à moitié abandonné. Mes mains tremblaient de faim et de froid. Je vivais de chips de distributeur depuis des jours. Une pancarte « On recherche de l'aide » était collée sur la fenêtre d'un dîner de l'autre côté de la rue. Je suis resté là à la fixer, essayant de trouver le courage d'entrer. La cloche au-dessus de la porte a tinté quand je suis entré. Un homme se tenait derrière le comptoir, larges épaules, barbe grise, des rides profondes sur son visage. « Je peux vous aider » a-t-il dit, d'une voix rauque comme du gravier. J'ai vu la pancarte, ai-je dit. Je peux faire la plonge. Faire n'importe quoi, vraiment. Il m'a dévisagé. Mes vêtements étaient froissés. Mes chaussures avaient encore de la boue du bord de la route. T'as déjà travaillé dans une cuisine? Non, monsieur. Il a grogné. T'as l'air d'avoir faim. Ça va, ai-je menti. Il a soupiré et a fait un signe de tête vers l'arrière. Je m'appelle Andy. Les éviers sont là-bas. Tu commences maintenant. Tu auras un repas après ton service. C'est tout. Pas de questions, pas de paperasse, juste du travail. La cuisine était petite, bruyante et chaude.
J'ai frotté des assiettes et des poêles jusqu'à ce que mes mains soient à vif. Le premier repas qu'Andy m'a donné était un hamburger à moitié mangé et des frites d'un client qui n'avait pas fini. Je m'en fichais. Je les dévorais comme si je n'avais pas mangé depuis des semaines. À l'heure de la fermeture, j'ai essayé de lui rendre l'assiette, en disant que je trouverais un endroit où dormir. Andy s'est essuyé les mains et a dit, « Il y a une chambre à l'étage. C'est pas joli, mais il y a un lit et une serrure. Tu pourras la payer en travaillant. » C'était le premier acte de gentillesse que j'avais reçu depuis des semaines. La chambre était petite, peut-être 3 mètres de large, avec un matelas taché, une ampoule vacillante et du papier peint qui se décollait des coins, mais c'était un toit, et le sol ne bougeait pas sous mes pieds. Je me suis effondré sur le lit et j'ai dormi 14 heures d'affilée. Au cours des jours suivants, j'ai pris un rythme. Andy ne parlait pas beaucoup, mais il grognait des choses comme « bon travail ». Ces mots signifiaient plus que n'importe quelle excuse que j'avais jamais reçue. Un soir, environ 2 semaines plus tard, je suis descendu pour fermer et j'ai trouvé Andy assis au comptoir, lisant le journal. Il a levé les yeux vers moi et a dit « Gamin, c'est quoi ton histoire ?» Je me suis figé. « Qu'est-ce que vous voulez dire ?» J'ai eu un client aujourd'hui. Un camionneur de passage. Il a dit qu'il avait vu ta photo dans un journal, à quelques villes d'ici. Une histoire de famille. Mon estomac s'est noué. J'ai commencé à trembler. Ce n'est pas ce que ça a l'air. C'est un mensonge. Ma sœur adoptive. Elle a tout inventé. Je jure que je n'ai jamais. Andy a levé une main. Calme-toi, gamin. Je me fiche de ce qu'ils disent. Je l'ai regardé, clignant des yeux. Vous vous en fichez ? Il s'est adossé sur le tabouret. Tout le monde a une histoire. Tu es ici, tu travailles. C'est ça qui compte. Garde la tête basse, fais ton boulot, et reconstruis ta vie. Le reste se réglera tout seul. Il a fallu une seconde pour que ces mots fassent leur chemin. Pour la première fois depuis cette nuit-là, je ne me sentais pas comme un monstre. Cette nuit-là, je me suis assis sur le bord du lit, fixant le mur fissuré, essayant de digérer tout ça. Andy ne me connaissait pas, mais il m'avait quand même donné une chance. Ma propre famille n'avait pas pu faire ça. Un soir, je regardais ma liste de contacts sur mon téléphone. J'ai hésité avant d'appeler à la maison, mais j'avais besoin d'entendre la voix de ma mère. Peut-être que suffisamment de temps s'était écoulé. Peut-être qu'ils avaient réalisé la vérité. Elle a répondu à la 3e sonnerie. « Maman, c'est moi », ai-je dit doucement. Silence. « Jackson ? Ouais, je voulais juste que tu saches que je vais bien. J'ai trouvé un travail. Je suis. N'appelle plus ici, a-t-elle dit. Sa voix s'est brisée. Ton père ne veut même plus que ton nom soit prononcé dans cette maison. Puis elle a raccroché. J'ai fixé le téléphone jusqu'à ce que l'écran s'éteigne. C'était la dernière fois que j'ai essayé. Les semaines se sont transformées en mois. Je travaillais en double service et j'économisais le peu que je pouvais. Andy a commencé à m'apprendre de petites choses. Comment réparer un tuyau qui fuit, colmater une bouche d'aération, vérifier un thermostat. Apprends à réparer les choses, gamin. C'est le seul moyen de survivre, disait-il. Un soir après la fermeture, la curiosité l'a emporté. J'ai cherché le nom d'Anne. Elle était là, souriante sur des photos, le ventre rond, la famille autour d'elle, tenant des ballons roses qui disaient « c'est une fille ». Ma mère se tenait à côté d'elle, fière, tenant un gâteau en forme de landau. Mon frère était dans un coin de la photo, souriant comme si de rien n'était. Ma gorge s'est serrée. Mon estomac s'est tordu si fort que j'ai dû fermer l'ordinateur portable. C'est alors que j'ai décidé que je ne serais plus jamais Jackson Smith. Après cette nuit-là, quelque chose en moi s'est éteint. Plus besoin d'essayer d'expliquer. Plus besoin d'espérer que quelqu'un changerait d'avis. J'en avais fini d'être la version de moi qu'ils avaient enterrée. Je me suis jeté à corps perdu dans le travail au dîner. J'étais là avant le lever du soleil et je partais bien après la fermeture. Je réparais les robinets qui fuyaient, je nettoyais les bacs à graisse, j'apprenais à remplacer les filtres des vieilles bouches d'aération. Andy l'a remarqué. Un après-midi, alors que je débouchais l'évier avec la moitié de mon bras dans le drain, il a dit « T'as déjà pensé à apprendre ce genre de truc pour de vrai ?» Je l'ai regardé, confus. Comme la plomberie ? Il a gloussé.
Non, plus grand. Chauffage, climatisation, système de ventilation, CVC. Les gens ont toujours besoin de chaud ou de froid, gamin. Cette compétence te nourrira pour toujours. La façon dont il l'a dit m'a marqué. J'en avais marre de frotter des assiettes. Je voulais quelque chose qui dure, quelque chose qu'on ne pourrait pas m'enlever. Quelques semaines plus tard, Andy m'a tendu un prospectus du collège communautaire, plus loin sur l'autoroute. Cours du soir, a-t-il dit en le faisant glisser sur le comptoir. Tu serais bon à ça. Tu paies ce que tu peux. Je couvrirai le reste jusqu'à ce que tu sois sur pied. J'ai fixé le papier pendant un long moment. Personne ne m'avait jamais offert son aide comme ça auparavant. Pas même ma vraie famille. Je me suis inscrit le lendemain. Les premiers mois ont été brutaux. Je travaillais 10 heures au dîner, puis je prenais le bus pour les cours du soir, luttant pour rester éveillé pendant les cours sur les compresseurs et les serpentins. Chaque fois que je réparais quelque chose, quand de l'air froid sortait d'une bouche d'aération, quand une unité cassée reprenait vie avec un rugissement, ça me donnait une montée d'adrénaline, comme si je me réparais moi-même, morceau par morceau. Andy continuait de me pousser. Ne deviens pas juste bon, disait-il. Deviens si bon qu'ils ne pourront pas t'ignorer. Au moment où j'ai obtenu mon GED, j'étais déjà à mi-parcours du programme CVC. J'ai commencé à faire de petites réparations à côté. La maison d'Andy, les aérations du dîner, quelques clients réguliers. Quand le certificat est arrivé par la poste, Andy l'a accroché dans le couloir du dîner, comme si c'était le diplôme de son propre fils. Pas mal pour un fugueur, a-t-il dit en me tapotant l'épaule. J'ai ri, même si ça faisait encore mal d'entendre ce mot. Avec l'aide d'Andy, j'ai économisé assez pour acheter une camionnette d'occasion et un jeu d'outils de seconde main. J'ai quitté le dîner et j'ai commencé à travailler à temps plein pour une entreprise locale de CVC. Un après-midi d'été, un collègue nommé Derek a été accusé d'avoir volé de l'argent sur le comptoir de la cuisine d'un client. Le patron était prêt à le virer sur le champ. Quelque chose dans le regard de Derek, la même panique que j'avais vue dans le miroir 10 ans plus tôt, m'a fait intervenir. Vérifier la bouche d'aération, ai-je dit. Tout le monde m'a regardé. J'ai grimpé, j'ai enlevé le couvercle, bien sûr, l'enveloppe avait été à moitié aspirée dans le conduit par le retour d'air. Le client l'avait probablement posé trop près. Derek a failli pleurer. Le patron s'est excusé auprès du client. Après coup, Derek m'a serré la main comme si je lui avais sauvé la vie. Andy en a entendu parler par un fournisseur et m'a appelé ce soir-là. Bon travail, gamin, a-t-il dit. Tu n'as pas seulement réparé la climatisation, tu as réglé un problème. C'est ce qui sépare les hommes des mécaniciens. Ça m'est resté. Les années ont passé comme ça. Travailler, dormir, manger, travailler encore. C'était simple, prévisible, sûr. Mais parfois, la nuit, en rentrant chez moi, je sentais ce vide en moi, comme s'il y avait toute une autre vie encore enterrée quelque part. Un soir, en faisant ma comptabilité, j'ai ouvert un vieux compte que je n'avais pas touché depuis des années. Mes mains tremblaient en me connectant aux réseaux sociaux. Je n'aurais pas dû le faire. Ils étaient là, ma famille, souriant, riant, et posant devant un gâteau d'anniversaire avec une petite fille, sa fille, qui semblait avoir environ 10 ans. Ma mère était là, la tenant dans ses bras, le bras de mon père autour d'eux comme si de rien n'était. Mon frère se tenait en arrière-plan, souriant comme s'il ne m'avait jamais craché aux pieds. La légende disait, « Joyeux anniversaire à notre fille miracle ». La famille, c'est tout. J'ai fait défiler les photos jusqu'à ce que ma poitrine me fasse mal. Anne avait l'air heureuse, radieuse, comme quelqu'un qui n'avait jamais ruiné la vie d'une personne. J'ai fermé l'ordinateur portable et je suis resté assis là, dans le noir, en tremblant. Pendant des années, je les avais imaginés s'effondrer sans moi. Mais ils ne l'ont pas fait. Ils m'ont juste remplacé. Cette nuit-là, je me suis assis dans ma camionnette sur le parking après mon service et j'ai pris une décision. Je suis rentré chez moi, j'ai supprimé tous les anciens comptes, toute trace du nom Smith. J'ai coupé les ponts avec le passé comme on coupe un fil dénudé. Le matin, j'ai rempli les papiers pour un changement de nom légal, Jackson Winter. C'était le nom de jeune fille de ma grand-mère, la seule personne qui m'ait jamais montré une vraie gentillesse avant tout ça. Quand la nouvelle carte d'identité est arrivée des semaines plus tard, je l'ai regardée longuement. La photo semblait différente, en quelque sorte, plus forte, plus dure, ce n'était plus un garçon.
Ce fut le jour où j'ai arrêté de fuir ce qu'il m'avait fait, et où j'ai commencé à construire quelque chose qu'il ne pourrait jamais détruire. 10 ans plus tard, j'avais ma propre entreprise, Winter Chauffage et Climatisation. Juste quelques camionnettes, 3 employés, et une liste stable de clients qui faisaient confiance à mon travail. Nous n'étions pas tapas accent grave-l'œil, mais nous étions fiables. La vie s'était enfin stabilisée. C'était au début de l'été quand tout a volé en éclats à nouveau. Je réparais une vieille unité de climatisation derrière une boulangerie, la sueur coulant dans mon dos, quand mon téléphone a commencé à vibrer sans arrêt dans ma poche. Numéro inconnu, indicatif régional de ma ville natale. Je l'ai ignoré 2 fois. La 3e fois, il n'arrêtait pas. J'ai essuyé mes mains et j'ai répondu « Ouais, c'est Winter ». Il y a eu un silence d'une seconde, puis une voix que je n'avais pas entendue depuis plus d'une décennie. Jackson. Ma poitrine s'est serrée. Qui est-ce? C'est moi, Emma. Je me suis figé une seconde. Tout autour de moi, le bruit du ventilateur, les sons de la rue, tout a disparu. Emma, comment as-tu? Elle a soupiré. Je sais que je ne devrais pas appeler, mais j'ai pensé que tu devrais entendre ça de quelqu'un qui te croit vraiment. Cette seule phrase m'a noué la gorge. Elle a continué. Anne a été arrêtée. J'ai cligné des yeux. Arrêtée pourquoi? Pour avoir menti, a-t-elle dit. Pour avoir accusé un autre type de la même manière qu'elle l'a fait avec toi. Je me suis appuyé contre la camionnette, pris de vertige. Elle. Quoi? Le gars qu'elle a accusé cette fois-ci s'est défendu. Il a pris un avocat. Tout le bazar. Il s'avère qu'elle a encore inventé toute l'histoire. Et pendant l'enquête, elle a avoué la première fois, avec toi. Elle a dit qu'elle avait menti à l'époque aussi. Les mots m'ont frappé comme un coup de masse. J'avais imaginé entendre quelque chose comme ça pendant des années, mais ça ne faisait pas l'effet que je pensais. Il n'y avait pas de soulagement, juste le silence. Emma continuait de parler, sa voix tremblante. Elle a dit à la police qu'elle était tombée enceinte après une aventure d'un soir avec un dealer local nommé Vernon. Il a disparu quand elle le lui a dit. Elle a paniqué et t'a accusé parce que tu étais là, et que tout le monde la croirait. Jackson, ils ont lavé ton nom. Officiellement. Je ne pouvais pas parler. Ma main est devenue engourdie en tenant le téléphone. Elle a hésité. Je pensais juste que tu devais le savoir. Je suis désolé que ça ait pris autant de temps. Merci, ai-je finalement dit, d'une voix basse. Avant que je puisse en dire plus, elle a murmuré, je suis mariée maintenant. Des enfants. Mais je n'ai jamais oublié ce qu'ils t'ont fait. J'ai souri faiblement, bien qu'elle ne puisse pas le voir. Tu as été la seule à me croire, Emma. Tu n'as pas à te sentir mal pour ça. Nous avons parlé encore une minute, maladroitement, mais doucement. Puis elle a dit au revoir, et c'était tout. Je suis resté assis dans la camionnette pendant près d'1 heure après, fixant le volant. Je ne savais pas si je voulais crier, pleurer ou rire. Mon nom était lavé, mais 10 ans trop tard. Le matin, les appels ont commencé. Numéro privé, puis email. La boîte de réception de mon entreprise en a même reçu un avec pour objet, s'il te plaît, rappelle-nous. La curiosité l'a emporté une fois. J'ai répondu à un numéro que je ne reconnaissais pas, Jackson, a dit une voix tremblante. J'ai reconnu cette voix immédiatement. Ma mère. Ne raccroche pas, s'il te plaît, a-t-elle dit rapidement. Anne a tout dit à la police. Nous ne savions pas, j'ai raccroché. Ils ne savaient pas. Ils ne se souciaient pas de savoir. Plus tard cette semaine-là, un journal local m'a contacté pour une déclaration. Je n'ai rien dit. Les gros titres ou la pitié ne m'intéressaient pas. Je voulais quelque chose de mieux. Le silence. Mais le silence n'a pas duré. Mon frère m'a ensuite envoyé un email, disant qu'il avait été jeune et stupide, et qu'il espérait que nous pourrions recommencer à zéro. Mon père a laissé un message vocal. Nous voulons juste te voir, mon fils. Nous avons fait des erreurs. Des erreurs. Les erreurs, c'est quand on oublie l'anniversaire de quelqu'un. Ce qu'ils ont fait était un choix. Alors, au lieu de répondre, j'ai écrit des lettres. Pas le genre qu'ils attendaient. Pas de pardon, pas de mots doux, juste la vérité. Je leur ai raconté chaque nuit où j'ai dormi dans ma voiture, en grelottant.
J'ai parlé de la chambre moisie au-dessus du dîner. J'ai parlé d'Andy, l'étranger qui m'a donné un abri quand ma propre famille m'a jeté dehors. Je leur ai dit ce que ça faisait de brûler ma carte d'étudiant parce que leur nom me rendait malade. Ce que ça faisait de voir des photos d'eux, souriant autour d'Anne et de sa fille, pendant que je lavais des casseroles pleines de graisse pour des restes. Je leur ai dit qu'ils n'avaient pas seulement ruiné ma réputation. Ils ont tué mon foyer, ma confiance, et chaque parcelle de paix qu'il aurait pu me rester. J'ai terminé chaque lettre de la même manière, vous ne m'avez pas cru quand j'ai dit la vérité. Maintenant, vous pouvez vivre avec. Je ne les ai jamais postées. J'ai juste empilé les lettres dans une boîte à chaussures et je les ai laissées dans le tiroir de mon bureau. Cette nuit-là, alors que j'étais assis dans mon atelier à trier des factures, j'ai regardé autour de moi. Les outils, les camionnettes, le nom de l'entreprise peint sur les murs, tout construit de mes propres mains. Tout ce que j'avais perdu était parti pour de bon. Mais tout ce que j'avais construit ne pouvait pas m'être enlevé. Pour la première fois depuis des années, je ne me sentais pas effacé. Je me sentais réécrit. Pas par eux, mais par moi. Mais la paix ne reste pas tranquille longtemps. Une fois que la vérité sur Anne s'est répandue en ville, les mêmes personnes qui m'avaient rejeté se sont soudainement souvenues que j'existais. Ça a commencé par un coup à la porte de mon bureau un après-midi. Je réparais un thermostat sur mon bureau quand j'ai entendu quelqu'un appeler mon nom. Jackson. Je me suis figé. Je me suis retourné et elle était là, ma mère. Elle avait l'air plus petite, plus âgée, comme si on lui avait vidé de sa vie. Ses cheveux étaient gris aux racines, ses mains tremblaient alors qu'elle tenait un plat à gratin couvert de papier d'aluminium. « J'ai fait ton plat préféré », a-t-elle dit doucement. Poulet et riz. Tu adorais ça. Pendant une seconde, je n'ai pas pu bouger. L'odeur m'a frappé et mon estomac s'est tordu. Je me suis souvenu de la dernière fois qu'elle l'avait cuisiné. La veille du jour où tout a explosé. Je me suis levé lentement. Pourquoi es-tu ici? Les larmes ont rempli ses yeux. Je veux juste te voir, pour te dire pardon. Nous avions tort. Anne a menti. Nous le savons maintenant. Je me suis appuyé contre le comptoir. Tu as 10 ans de retard. Elle s'est essuyé le nez. Je ne savais pas quoi croire à l'époque. Elle pleurait, et ton père? Je l'ai coupé. Vous ne m'avez même pas demandé. Vous ne m'avez pas laissé parler. Vous m'avez mis à la porte et m'avez dit de ne plus jamais appeler. Elle s'est approchée. S'il te plaît, Jacques. Ne m'appelle pas comme ça, ai-je lancé sèchement. Tu as perdu ce droit. Elle a tressailli comme si les mots l'avaient frappée physiquement. J'ai pointé la porte. Tu devrais y aller. Elle a hésité, posant le plat sur le comptoir. Au moins, mange ça, s'il te plaît. Je l'ai fixé. Jette-le en partant. Quand la porte s'est refermée derrière elle, je n'ai rien ressenti. Ni colère, ni tristesse, juste rien. 2 jours plus tard, mon père s'est présenté. J'étais en intervention quand je l'ai vu attendre devant le bureau, appuyé contre sa camionnette comme s'il était chez lui. Il a souri comme si nous venions d'avoir une dispute ordinaire des années plus tôt. « Salut, mon fils. » Je n'ai pas répondu. « Tu t'en es bien sorti » a-t-il dit en regardant autour de lui. L'entreprise, les camionnettes, les employés. Je suis fier de toi. Va droit au but, ai-je dit. Il a contracté sa mâchoire. Ta mère ne va pas bien. Elle pleure tous les jours. J'ai pensé que si on s'asseyait tous ensemble, pour mettre les choses au clair. Mettre les choses au clair? J'ai presque ri. Tu m'as battu et tu m'as jeté dehors. Tu m'as laissé à la rue. Tu as mis les choses au clair cette nuit-là, quand tu m'as dit que je n'étais pas ton fils. Il a soupiré, frustré. J'étais en colère. Tu dois comprendre, c'était une autre époque. Les choses avaient l'air graves. Alors tu frappes d'abord, et tu poses des questions. Jamais. Son visage s'est crispé. Tu n'es pas obligé de t'accrocher à la haine, mon fils. Je ne m'accroche pas à la haine, ai-je dit en sortant mon téléphone. Je m'accroche au respect de moi-même. Il a froncé les sourcils. Qu'est-ce que tu? J'ai appuyé sur un bouton. Sécurité. J'ai quelqu'un qui s'est introduit sans autorisation à l'entrée. Un grand type avec une veste rouge. Son expression a changé instantanément.
Tu appelles la sécurité contre ton propre père? Tu n'es pas mon père, ai-je dit. Tu es un étranger qui a ruiné ma vie. Le garde de sécurité du bâtiment voisin est arrivé quelques minutes plus tard, lui a demandé de partir. Papa a marmonné des jurons tout le long du chemin jusqu'à sa camionnette, a claqué la portière et a démarré en trombe. Quand le silence est revenu, je suis juste resté assis à mon bureau, fixant l'endroit même où il s'était tenu. Pendant ce temps, des bribes de ragots me parvenaient par d'anciens contacts. Ma famille s'effondrait. Papa avait perdu son emploi à l'usine après avoir crié sur un superviseur. On disait qu'il avait failli se faire arrêter pour ça. Maman sortait à peine de la maison. Les voisins disaient qu'elle était maladive et qu'elle n'était plus elle-même. La femme de mon frère avait pris leurs enfants et avait emménagé chez ses parents après avoir découvert ce qui s'était passé des années auparavant. Tout ce qu'ils avaient construit, toute cette illusion d'être la famille parfaite, se fissurait. Les gens aiment dire que le karma prend son temps. Je dirais qu'il est arrivé pile à l'heure. Un après-midi, mon employé Kevin est entré dans le bureau avec une petite boîte. « Et patron, ça traînait devant la porte », a-t-il dit. À l'intérieur, il y avait des lettres, des dizaines, avec mon nom, Jackson Smith, écrit d'une écriture tremblante sur chacune. Pas d'adresse de retour. Je n'avais pas besoin de les ouvrir pour savoir de qui elles venaient. Ma mère avait toujours été théâtrale avec son écriture. J'ai porté la boîte dans l'arrière-salle, je l'ai posée sur une étagère au-dessus des bacs de rangement, et je suis parti. Cette nuit-là, j'étais assis dans mon bureau, et j'ai levé les yeux vers l'étagère où se trouvaient ces lettres. J'ai pensé à tous les mots à l'intérieur, probablement des excuses, des justifications, peut-être des versets bibliques sur le pardon. Mais le pardon est un luxe pour les gens qui n'ont pas passé des nuits à dormir dans leur voiture, se demandant pourquoi personne ne les croyait. Je ne voulais pas de conclusion. Je voulais de la distance. Alors, j'ai laissé les lettres scellées. Toutes sans exception. Je les ai gardées dans cette boîte, bien fermée. Ils voulaient le pardon parce que ça les faisait se sentir plus légers. Pas parce qu'ils le méritaient. Ils ne me voulaient pas, moi. Ils voulaient la rédemption. Et je ne la leur donnerai pas. J'ai levé les yeux au ciel et j'ai murmuré pour moi-même, ils m'ont effacé une fois. Maintenant, je les efface pour toujours. Je pensais que c'était tout. La fin. Mais le passé a une façon de trouver des fissures pour s'y glisser. C'était 3 mois plus tard quand j'ai reçu la lettre. Enveloppe blanche unie, pas d'adresse de retour. À l'intérieur, une seule feuille de papier. Anne Williams demande à vous rencontrer au centre correctionnel de Maple Ridge. Pendant un long moment, je l'ai juste fixé. Son nom semblait déplacé sur le papier, comme s'il n'appartenait plus à ma vie. Je l'ai jeté à la poubelle, puis je l'ai ressorti, puis je l'ai jeté à nouveau. Mais l'idée est restée. Pendant 10 ans, j'avais imaginé ce que je lui dirais si je la revoyais un jour. Peut-être qu'il était temps de le découvrir. Alors, une semaine plus tard, j'ai conduit jusqu'à la prison. C'était à 2 heures de route, au milieu de nulle part. Le garde à l'entrée a scanné ma carte d'identité, m'a fait passer un portillon, et m'a conduit dans une salle de visite grise qui sentait le désinfectant et le vieux café. Je me suis assis à une table en métal, les mains à plat sur la surface. D'autres personnes autour de moi chuchotaient doucement. Des épouses, des enfants, des parents, tous rendant visite à des gens dont ils se souciaient encore. Je n'étais pas l'un d'entre eux. Puis elle est entrée. Anne. Je l'ai à peine reconnue. Elle était plus mince, presque fragile. Sa peau était pâle, ses cheveux tirés en arrière, son visage ridé et fatigué. La fille qui pleurait autrefois devant notre famille, se tenant le ventre et me traitant de monstre, ressemblait maintenant à un fantôme. Elle s'est assise en face de moi, les yeux se levant une fois avant de retomber sur la table. « Merci d'être venue », a-t-elle dit doucement. Je n'ai pas répondu. Elle a tortillé ses mains sur ses genoux. « Tu as l'air différent », a-t-elle dit après un moment. Plus âgé. « Tu as l'air coupable », ai-je dit. Ses yeux se sont instantanément remplis de larmes. « Je le mérite. »« Non », ai-je dit calmement. « Tu mérites pire. » Elle a hoché lentement la tête, les larmes déjà en train de monter. « Je sais, et je suis désolé. Pour tout. Pour avoir menti. Pour avoir ruiné ta vie. Pour tout ça. »« Pourquoi ?» ai-je demandé. Ma voix est sortie basse, mais ferme. « Pourquoi moi ?
Elle a baissé les yeux, la voix tremblante. Parce que c'était sans risque de t'accuser. Tu étais calme. Tu ne te battais jamais avec personne. Je savais que tout le monde me croirait parce que tu étais, tu sais, le bon, le facile. Et j'ai paniqué. Je me suis penché en avant. Tu as paniqué, alors tu as détruit ma vie. Tu as paniqué, alors tu as fait de ton propre frère le méchant? Ses épaules tremblaient. Je ne pensais pas que ça irait aussi loin. Je pensais que peut-être tu n'irais, que les gens oublieraient, et que j'obtiendrais de la sympathie jusqu'à ce que je trouve une solution. De la sympathie, ai-je répété. Tu en as eu. Tu as eu une maison pleine de gens qui t'aimaient, te protégeaient, organisaient des fêtes pour toi, pendant que je dormais dans une voiture derrière une station-service. Elle a pressé ses paumes contre ses yeux. Je sais. Je sais ce que j'ai fait. Vernon. Elle s'est arrêtée, le souffle coupé. Vernon, c'est le type qui m'a vraiment mise enceinte. C'était un dealer. J'ai couché avec lui une fois. Quand je lui ai dit que j'étais enceinte, il a ri. Il a dit que j'étais folle. Il a dit que si je le disais à quelqu'un, il disparaîtrait. Et c'est ce qu'il a fait. Je ne savais pas quoi faire. Alors, je t'ai accusé parce que tu étais là. Je l'ai juste regardé. Je ne ressentais même plus de colère. Juste un vide. Tu as ruiné ma vie, ai-je dit doucement. Sais-tu que tu m'as tout volé? Ma famille, ma petite amie, mon nom. Tu as fait de moi un monstre. Tu m'as rendu incapable de faire confiance à qui que ce soit à nouveau. Elle pleurait, s'essuyant le nez avec sa manche. J'ai pensé à toi tous les jours ici, a-t-elle murmuré. Je me déteste pour ça. Je n'arrive pas à dormir. Chaque fois que je ferme les yeux, je vois ton visage de cette nuit-là. Bien, ai-je dit platement. Tu devrais le voir. Tu ne devrais jamais cesser de le voir. Elle a alors levé les yeux, désespérée. Il y a autre chose. Ma fille. On ne lui a jamais dit la vérité. Anne a continué, maman a dit que ça l'embrouillerait de changer l'histoire. Alors, elle pense toujours que c'est toi. Je l'ai regardé, stupéfait, même après que tout ait éclaté. Elle a hoché faiblement la tête. Ils ont dit qu'elle est trop jeune pour comprendre, et qu'admettre qu'ils avaient tort ne ferait que rouvrir de vieilles blessures. Ils préfèrent garder le mensonge plutôt que d'affronter ce qu'ils ont fait. Elle pose parfois des questions sur toi, a dit Anne. Elle a vu ta photo. Des anciennes, d'avant tout ça. Elle se demande pourquoi tu n'es jamais venu. Ça m'a frappé plus fort que tout le reste, a-t-elle dit. Quelque part, il y avait une enfant, pas la mienne, qui vivait en croyant le même mensonge qui m'avait détruit. Je me suis levé, ma chaise raclant le sol. Quelques personnes se sont retournées pour regarder. Tu n'as pas le droit de me dire ça, ai-je dit. Tu n'as pas le droit de me jeter ça dessus maintenant, comme si c'était quelque chose que je pouvais réparer. Elle a tendu une main, tremblante. Je suis désolé, Jackson. Vraiment. Je ne peux pas l'annuler. J'avais juste besoin que tu le saches. Je l'ai regardé et je n'ai rien ressenti. Ni soulagement, ni conclusion, juste la fin de quelque chose. Tu m'as pris 10 ans, ai-je dit doucement. J'espère que tu ne dormiras plus jamais en paix. Elle pleurait à chaudes larmes maintenant, s'étouffant avec ses mots. Je le mérite, a-t-elle dit. Tout ça. Je me suis penché légèrement, j'ai croisé son regard une dernière fois. En effet. Puis je me suis retourné et je suis sorti. Les gardes n'ont pas dit un mot en ouvrant la porte. Je suis monté dans ma camionnette et je suis resté assis là, les mains agrippées au volant, fixant la clôture devant moi. Je pensais que je me sentirais libre après l'avoir vue, comme si j'avais gagné d'une manière ou d'une autre. Mais ce n'était pas le cas. Il n'y avait pas de victoire là-dedans. Juste de l'épuisement. Certaines choses ne se réparent pas quand la vérité finit par apparaître. Certaines choses restent fissurées, même quand on arrête de s'en soucier. Mais en démarrant le moteur et en partant, j'ai réalisé quelque chose. Partir, ne pas pardonner, ne pas exploser, juste partir. C'était une forme de pouvoir en soi. Pour la première fois, je ne me sentais pas effacé. Je me sentais achevé. Un an s'est écoulé après cette visite à la prison, et la vie s'est installée dans quelque chose qui avait enfin un sens. J'ai vendu ma vieille petite maison et j'en ai acheté une nouvelle, décente,
juste à l'extérieur de la ville. 3 chambres, un jardin clôturé, rien d'extraordinaire, mais c'était à moi. Chaque mur, chaque clou, payé avec le travail que j'avais gagné moi-même. Puis il y a eu Rachel. Je l'ai rencontrée par l'un de mes clients. C'était une graphiste venue refaire le logo de l'entreprise. Je n'avais pas l'intention de sortir avec quelqu'un, mais elle avait ce calme en elle. Elle ne posait pas trop de questions sur mon passé, disait juste, quoi que ce soit, tu n'es plus ce type-là maintenant. Nous étions ensemble depuis 1 an. Elle a emménagé avec son chat, et j'ai adopté un chien de refuge nommé Edgar. À nous 3, la maison semblait enfin vivante. Travail, Rachel, Edgar, la paix. Puis un matin, une enveloppe est arrivée par la poste, sans adresse de retour. Mon estomac s'est noué. J'ai pensé que c'était peut-être une autre lettre d'excuse de ma famille, mais quand je l'ai ouverte, le nom à l'intérieur m'a fait m'arrêter. David Canderson. Le deuxième homme qu'Anne avait accusé. Son écriture était nette et courte, droit au but. Monsieur Winter, je dépose une plainte civile contre Anne pour diffamation et dommages émotionnels. Vous méritez cette justice aussi. Mon avocat dit que votre témoignage nous aiderait tous les deux. Si vous êtes intéressé, appelez-moi. Je l'ai lu 2 fois. Puis je l'ai appelé cet après-midi-là. Nous nous sommes rencontrés dans un café le lendemain. Il avait à peu près mon âge, peut-être quelques années de plus. Il m'a serré la main comme si nous nous connaissions depuis toujours. C'est bizarre, non, a-t-il dit, d'être connecté par quelque chose qui nous a tous les deux bousillés. Ouais, ai-je dit, mais je suppose que nous y avons tous les deux survécu. Nous avons passé 1 heure à tout discuter. Quand il m'a demandé si je voulais participer au procès, je n'ai pas hésité. J'en suis, ai-je dit. L'affaire a pris des mois, mais cette fois, je ne fuyais pas et je ne me cachais pas. Je me suis présenté au tribunal, je me suis assis en face d'Anne, et j'ai dit la vérité, calme, posé, sans colère. Je ne les ai même pas regardés en parlant. Les avocats ont tout exposé, les fausses accusations, la manipulation, les dommages émotionnels, la preuve qu'elle l'avait fait 2 fois. Quand le juge a finalement rendu son verdict, la salle d'audience est devenue silencieuse. En sortant de ce palais de justice, je me sentais plus léger que jamais. Ma réputation était officiellement lavée. Mais c'était plus que ça. C'était comme si un fantôme avait enfin cessé de me suivre. Pour une fois, mon nom n'était pas enterré dans la honte. Il se tenait à côté de mots comme vérité, justice, justification. Puis le message vocal est arrivé. Il était tard, presque minuit. Je finissais des factures dans mon bureau quand mon téléphone a vibré. Numéro inconnu, indicatif régional de ma ville natale. J'ai failli l'ignorer, mais c'est allé sur la messagerie vocale et quelque chose m'a poussé à écouter. Mon fils, c'est papa. Je ne sais même pas si ce numéro est encore bon. Ta mère l'a trouvé en ligne. Je n'ai plus beaucoup de temps. Les médecins disent que c'est un cancer. Stade 4. Je ne veux rien. Je le jure. Je veux juste te voir une dernière fois, avant qu'il ne soit trop tard. Le message s'est terminé par une longue pause, puis un souffle tremblant. S'il te plaît. Je suis désolé. J'avais tort. S'il te plaît, mon fils. Je suis resté assis là 1 minute, à regarder le téléphone. Puis j'ai appuyé à nouveau sur lecture. Et puis je l'ai supprimé. Pas par colère, pas par vengeance, juste. Rien. Je me suis souvenu de la nuit où il m'a frappé. Le regard dans ses yeux, la façon dont il m'a dit que je n'étais plus son fils. Je me suis souvenu d'avoir dormi dans ma voiture derrière la station-service, goûtant le sang et la pluie. Il avait choisi sa vérité. Alors, à mon tour, je choisissais la mienne maintenant. J'ai murmuré pour moi-même, ils m'ont jeté dans le froid 1 fois. Maintenant, je répare la climatisation des autres. C'est de l'ironie, je suppose. Et de la paix. Ils m'ont effacé 1 fois, mais je me suis reconstruit. Et cette fois, mon histoire se termine selon mes propres termes. Stable, calme, et toujours vers le nord. YouTube vient de lancer cette nouvelle fonctionnalité, Hype. Si vous êtes captivé par cette histoire, explosez ce bouton Hype. Ça indique à YouTube, cette vidéo mérite de devenir virale.